Bonjour à tous. Le nouveau monde vieillit à toute allure. La guerre en Ukraine à 2 mois, elle change tout et en plus elle change tout le temps. Plus personne ne peut prédire combien de temps elle va durer et quelles en seront les conséquences à moyen et à long terme. C'est une lutte à mort qui est engagée entre le Kremlin et l'Occident. Les Américains ne cachent pas qu'ils veulent désormais que l'URSS, la Russie, le tsar de toutes les Russies, et tous les trois soient donc affaiblis et qu'ils ne puissent plus recommencer. Et Moscou a répliqué en coupant le gaz et puis aussi en brandissant le risque d'une 3e guerre mondiale et une menace nucléaire aussi. Une chose est sûre, en fait, c'est que cette guerre, elle est déjà mondiale parce que l'impact de la guerre est mondial. Il y a des gagnants, il y a la Chine qu'on entend peu et qui attend son heure. Et puis il y a les perdants, il y a l'Europe et il y a aussi l'Afrique et notamment les pays les plus vulnérables, évidemment. On va parler de l'Afrique, des risques de crise alimentaire, de l'onde de choc de la hausse des prix de l'énergie, des prix des céréales, des prix des semences. On va parler du Sahel, où la guerre continue, et là aussi, des Russes sont à la manœuvre. On évoquera aussi les relations franco-africaines. Et qu'est-ce que peut changer la réélection d'Emmanuel Macron, la saison 2 de cette présidence? Bienvenue Michel Roussin et merci d'être venu sur le plateau de Télé Sud. Vous avez eu plusieurs vies, on ne va pas les résumer là parce que ça prendrait toute une émission. On la fera peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Vous avez été officier, vous avez été vous avez été industriel, vous avez été ministre de la coopération, vous avez été vice-président du MEDEF international, vous êtes aujourd'hui membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et on est très heureux pour que vous soyez là, parce que vous avez comme ça un regard qui est en quelque sorte panoptique. Vous avez un regard qui embrasse large. Et puis, bienvenue aussi à Pascal Hérault, qui est journaliste au quotidien L'Opinion. On pourrait dire que c'est le meilleur journaliste de la presse quotidienne parisienne qui suit les affaires africaine, mais en fait ce serait un peu faux. C'est non seulement le meilleur, mais c'est surtout le seul, et on est très content de vous avoir là. Vous avez écrit avec notre confrère Antoine Glaser « Le piège africain de Macron ». Vous allez pouvoir faire un 2e tome. Merci à tous les deux en tout cas. On commence avec cette guerre d'Ukraine. Alors il y a 2 mois, on a observé la prudence de nombre de pays africains. Il y a eu une résolution qui a été adoptée au Conseil, non pas au Conseil, à l'Assemblée générale de l'ONU par une écrasante majorité de pays qui dénonçaient donc l'invasion de l'Ukraine. Mais on avait vu que beaucoup de pays africains s'abstenaient et qu'en tout cas aucun ne voulait relayer les sanctions qui avaient été décidées par les Occidentaux. Et ils ont refusé de se joindre malgré les pressions. Comment expliquer cette retenue, Pascal ? Je pense qu'il y a une question de dépendance énergétique et dépendance aux céréales. Il faut savoir que pour un certain nombre de pays, l'explosion des cours du baril a un impact majeur. Quand vous prenez par exemple un pays comme le Maroc, où la caisse de compensation sur les carburants, sur les produits pétroliers, sur le gaz est en train d'exploser, c'est exactement la même chose sur la facture alimentaire. Quand vous avez des prix des céréales qui grimpent en flèche comme on a pu l'assister dernièrement, tous ces pays qui sont dépendants dans leurs importations de farine, de blé, la facture des ménages est très importante. Donc là encore, c'est souvent des produits qui sont subventionnés. Et quels sont les 2 principaux fournisseurs de ces matières premières ? C'est l'Ukraine et c'est la Russie. Et la 3e chose, à mon avis, c'est la puissance que représente aussi la Russie, son siège au Conseil de sécurité, sa puissance militaire. Il y a un certain nombre de pays africains qui, historiquement, avaient des relations très poussées avec la Russie, même si celles-ci se sont estompées à la chute du mur de Berlin en 89. Mais depuis que Vladimir Poutine est redevenu président, il a vraiment initié, certes à moindre coût, mais de relancer une certaine politique africaine et qui repose essentiellement sur une relation géostratégique
et sur un partenariat sécuritaire et militaire. Et ça, un certain nombre de pays y sont très sensibles. On sait très bien que des pays comme le Soudan actuellement, la Centrafrique, le Mali, ont une dépendance par rapport à la Russie sur les questions de sécurité intérieure. Il y a un réseau des anciennes universités Patrice Lumumba en Afrique. Est-ce Oui, qu'il y a une sorte de comme ça d'amicale? Certainement, parce que un certain nombre de responsables politiques, et pas les moindres, ont fait un parcours universitaire en Russie. Et je pense que on reste toujours attaché à cette formation. À sa jeunesse, en fait. Voilà. Et donc, évidemment, je partage tout à fait l'analyse d'Hérault, mais je crois qu'il y a une relation toujours très forte avec la Russie, et ceci explique l'attitude de certains pays qui n'ont pas voté. Et ça m'amènera ultérieurement, parce que je pense qu'on en parlera, à prendre enfin en compte que ces républiques africaines ont leur histoire, leur destin en main, leur vision géostratégique, et qu'ils ne sont pas obligés chaque fois de s'aligner sur l'Occident. Je crois qu'il faudrait un jour oublier tout ça et comprendre que, comme je l'écrivais en 1995, après une petite expérience africaine, l'Afrique... Après avoir été ministre donc, de la coopération, et après la chute du mur. L'Afrique, et je reprends un terme africain populaire, l'Afrique est fatiguée de la France. Et on peut aller au-delà et dire que l'Afrique est fatiguée de l'Occident. Elle veut elle-même être présente, appuyée sur les décisions, et son image d'indépendance et de maturité, on la voit lorsque il y a ce vote ou cette absence de vote dans les instances internationales. Elle n'a surtout pas envie de retomber à la période de la guerre froide, où elle était coincée entre les deux grandes puissances. On est à l'heure de la mondialisation, on est à l'heure de la diversification de tous les partenariats. Il y a une offre maintenant sur l'Afrique, que ce soit au niveau stratégique, militaire, économique, qui est importante, avec des pays comme la Turquie aussi qui ont émergé. Et on le voit récemment. Il y a une quinzaine de jours, il y a un accord de défense qui a été renouvelé entre le Cameroun et la Russie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Notamment la formation de 100 à 150 officiers ou sous-officiers camerounais chaque année dans les écoles militaires russes. Donc il y a ce réinvestissement sur des questions stratégiques. Alors, c'est un officier que vous êtes, regarde comment la coopération justement militaire entre les Russes et les Africains, la formation d'officiers. La tradition de la formation est très simple. Les Africains en ont l'habitude. Ils vont volontairement et volontiers se faire former ailleurs. Mais c'est toujours un calcul intéressant parce que c'est une ouverture sur le vaste monde. Et je crois que tout ça est très bénéfique, même si ça nous irrite de voir qu'avec la Russie, etc., parce qu'on fait référence à notre histoire commune. Mais en fait, je trouve, moi, que tous ces signes-là démontrent une véritable maturité politique et une volonté de participer à ce concert des nations. L'Afrique n'est plus marginalisée, elle est dans l'action. J'entends bien, vous parlez de la fatigue africaine, la fatigue que les Africains peuvent avoir, par exemple, de la Russie. Est-ce que cette fatigue ne se manifeste pas quand elle voit à quoi ressemble la guerre en Ukraine, c'est-à-dire des massacres de masse, c'est-à-dire des destructions qui prennent des civils en cible et en otage, dont les civils sont les premiers, les habitants de Mariupol sont les premiers à payer quand même le prix des bombardements d'artillerie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même
face au spectacle de la guerre depuis 2 mois, Mais eux un connaissent le espèce spectacle. de malaise par rapport aux fournisseurs de céréales et d'aide. Eux connaissent le spectacle de la guerre, enfin un certain nombre de pays, au quotidien depuis des années. Alors ça ne se fait pas sous le regard, sous le prisme des grands médias quand vous êtes à l'est de la République démocratique du Congo, mais c'est quotidien, ils vivent ça. Donc oui, un certain nombre de pays, notamment un certain nombre de dirigeants africains, et même effectivement, et l'Union africaine. Les peuples. Les peuples sont différents. L'information ne va pas jusqu'aux provinces les plus reculées. Et en fait, effectivement, dans certaines zones, c'est la guerre au quotidien, les massacres au quotidien depuis longtemps, en dépit des actions des institutions internationales. D'accord. Alors, bon, l'Ukraine, c'était, vous me disiez, le grenier à blé, et avec l'envolée en plus des prix de l'énergie, les engrais aussi deviennent hors de prix. Tout ça alimente une spirale qui est difficile à contenir. On a vu que quand même le FMI, que la Banque mondiale, le PNUD, toutes les organisations internationales se mobilisaient. Il y a même un dispositif qui a été mis en place par le G7, une initiative contre l'insécurité alimentaire. Ça ne suffit pas à contenir la flambée des prix. Ça peut atténuer. Oui. Mais ça ne va pas permettre de contenir une flambée des prix si elle est durable, notamment. Si le conflit persiste, si les récoltes à venir si la récolte à venir en Ukraine est très mauvaise, s'il y a des difficultés d'exportation. Il n'y a pas d'approvisionnement différent, par exemple. Bon, alors l'Égypte est très lourdement. L'Europe, notamment la France, exporte énormément de blé ou de farine en Afrique. Mais oui, il faut aussi satisfaire le marché français et le marché européen. Vous savez bien qu'on a une PAC aussi et que notre environnement est... Et déjà, quelques agriculteurs français s'expriment dans les médias et démontrent une inquiétude aujourd'hui qui est palpable. Effectivement, puis en plus il y a un calendrier qui est incompressible pour les semailles, pour les récoltes, etc. Et une difficulté de provisionnement qu'on voit partout. Mais est-ce que une fois passée cette saison, en fait, cette saison de guerre, cette année où tout le monde a été pris de court, est-ce que dans les années qui viennent, si jamais le conflit perdure, est-ce qu'il n'y a pas d'autres approvisionnements qui sont possibles et qui se mettent en place en ce moment? Il y a des sources alternatives qui peuvent se mettre en place. Je pense qu'il faut l'Union européenne ou l'Amérique du Sud ont de quoi satisfaire ces marchés-là, à condition d'investir énormément dans une politique semencière qui aille vers les céréales. La grande question, ça va être la prise d'Odessa ou pas. Si les Russes prennent le port, il n'y a plus d'exportation possible. Il n'y a plus d'exportation, il faudra trouver des voies détournées qui vont être très compliquées, qui vont surenchérir tous les prix. Ceux qui sont en train de détruire en plus méthodiquement tous les nœuds ferroviaires, donc on ne voit pas très bien comment ils pourront sortir leur blé s'ils ne pourrient pas sur pied. La dernière question, à propos de ce conflit qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est le gaz. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a des potentialités africaines en matière de livraison de gaz à l'Europe qui sont énormes. Et on a eu ce sommet Europe-Afrique qui s'est tenu en début d'année. Et l'Europe tergiverse, qu'on ne savait même pas si le gaz devait faire partie du package en négociation, parce que ça fait partie des énergies dont on voudrait se débarrasser. Mais il y a des potentialités énormes. L'Algérie, le Nigeria, on brûle l'hydrogène. Le Mozambique, Total a une place importante, mais le chantier est à l'arrêt dans la région de Cabo Delgado. Il y aurait un grand partenariat sécuritaire, à mon avis, gazier, sur le plan d'indépendance énergétique, qui permettrait d'avoir des sources alternatives et de diversification, à condition d'avoir des politiques européens qui prennent à bras-le-corps ce chantier du partenariat gazier. Alors on a immédiatement vu ressurgir le spectre des émeutes de la faim qui a été agité. On se dit, bon, s'il y a un problème d'approvisionnement, s'il y a la hausse des prix, de nouveau, il y aura une demande sociale très, très, très forte, une violence, et du coup une répression, et du coup des régimes qui vont être fragilisés. Vous croyez à ce scénario pessimiste? Ou plutôt, je vais poser la question différemment. Dans quel pays ce scénario risque-t-il de se réaliser? Je pense que c'est
un scénario facile. On va dans les excès, le drame absolu, etc. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et je pense qu'un certain nombre de décisions pourraient être prises pour prévenir, comme vous le disiez tout à l'heure, cette pénurie. Regardez, Michel Roussin, regardez, en Égypte, par exemple, le prix de la baguette a donc triplé. Oui. Et le Caire appelle, le gouvernement appelle au secours. Oui. Mais vous remarquerez que les Égyptiens ont toujours du pain, en dépit de ces restrictions, etc. Donc, on arrive à se réorganiser, et je crois qu'il faudra là faire preuve d'imagination et de volonté pour trouver des solutions et accompagner les pays d'Afrique dans cette période difficile. Ouais. Mais rien n'est écrit d'avance. Je ne vois pas, c'est ça, les choses... Pascal, vous partagez cet optimisme relatif? Les émeutes du pain sont toujours un risque dans les pays d'Afrique du Nord. On l'a vu par le passé. Après, il y a quand même des stocks qui avaient réussi à être constitués là jusqu'à cet été, notamment pour passer la période de Ramadan où il y a une hausse des besoins. La question actuellement, c'est celle de la reconstitution des stocks pour la saison à venir. Et là, effectivement, il va y avoir des difficultés. Donc c'est aussi le jeu de ces États-là de crier et d'alerter la communauté internationale sur les dangers. Après, il peut y avoir aussi, il y a souvent des arrangements bilatéraux, notamment avec la Russie, pour avoir à un moindre coût accès à ces céréales. On va parler du Sahel, mais d'abord la réélection d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que ça a été accueilli dans les pays du Sud? J'ai l'impression avec peut-être plus d'indifférence que par le passé. J'avais cette discussion avec des amis maliens à l'issue du second tour, un ancien Premier ministre notamment, qui me disait, bon, moi je suis allé chez des gens très politisés au Mali le soir de l'annonce des résultats du second tour. Et j'ai été très surpris. Quand je suis arrivé dans cette famille pour la rupture du jeûne, ils étaient en train de regarder un match de foot. Oui, comme à la télé française. Ouais, c'est un signe. Oui. Mais bon, même indifférence aussi en France, après tout. Après cette élection, la fête à 22h a été terminée. Et après le premier tour, le film du dimanche soir a été programmé dès 21h30 sur la principale chaîne. Oui. Il n'y a pas eu de passion. Est-ce qu'il faut s'attendre pour ce deuxième mandat du président Macron, est-ce qu'il y a une inflexion? Est-ce qu'il va, au contraire, approfondir, par exemple, sur les politiques mémorielles, sur la nécessité de purger la mémoire des contentieux hérités de la colonisation et de la décolonisation? Je pense qu'on va être dans une politique de continuité. Je n'ai pas eu de signe ou d'indication d'une évolution de la politique africaine. D'ailleurs, on se demande même si le conseiller Afrique à l'Élysée ne va pas rempiler pour au moins un an, voire plus. Pas une équipe qui réussit si bien. Tout le staff qui a mis en place... C'est vous qui le dites. Toute l'équipe qui a mis en place le discours de Ouagadougou et les infections vont rester... dans un premier temps, à mon avis... Eux restent. Le président du Burkina, lui, n'est pas resté. Bon, la guerre en Ukraine a eu une autre conséquence directe sur le Sahel, c'est que le groupe Wagner a été mobilisé, les mercenaires sont déployés sur le front, de même que les troupes qui viennent plutôt du Caucase ou d'Asie centrale, comme si la Russie... éviter de mettre en première ligne des gens qui peuvent avoir des cousins en Ukraine. Est-ce qu'on a observé ce repli des mercenaires d'Afrique? J'ai l'impression qu'il y a des réallocations d'effectifs entre notamment la Centrafrique, le Mali, l'Ukraine. C'est très difficile de savoir exactement le nombre de personnes qui bougent d'un théâtre à l'autre, mais les gens qui sont sur place ont observé ce phénomène. Ça ne veut pas dire qu'il y a un repli, c'est-à-dire qu'il y a des petites adaptations conjoncturelles en fonction des différents théâtres de crise. Vous voyez ça comment, vous, l'ancien officier?
Moi, j'espère que tout ça est suivi par l'outil de renseignement de l'exécutif et qu'en France, on suit tout ça très régulièrement. De toute façon, ces pays qui ont choisi de faire appel à cette aide-là sont des pays tout à fait libres de leur choix. Nous n'avons rien à imposer. Ils ont choisi une coopération avec la Russie. Ils ont choisi ce partenaire. Nous constatons les choses et nous n'avons qu'un commentaire à faire, mais aucune influence à exercer. J'entends bien, mais bon, il y a eu 2 événements au Mali. Il y a eu d'abord le massacre présumé de Moura, avec la liquidation de plusieurs centaines d'habitants dans des conditions qui... Est-ce que ça s'est un peu éclairci depuis un mois? Est-ce que l'enquête avance? D'ailleurs, je pose la question à Pascal Hérault. Est-ce que vous savez s'il y a des éléments tangibles? Non, du côté malien, il n'y a pas d'éléments tangibles. Les seuls qui ont fait un travail de recueil d'informations sont les ONG qui ont reçu des victimes. Leurs récits, les récits paraissent il y a très eu des crédibles. rapports qui ont été Et ce produits. partenaire militaire russe de l'État malien, c'est bien l'expression d'une volonté politique de l'exécutif malien. Oui. Les Russes n'arrivent pas par hasard au Mali. C'est Oui. bien une décision. Et donc, ceux qui sont responsables, bien évidemment, ce sont les Maliens, l'exécutif malien, qui doit exercer un véritable contrôle sur cette aide militaire. Alors, deuxième Et la affaire. gérer. Deuxième D'ailleurs, affaire on a pris les décisions suite à ça. Nous nous sommes retirés, enfin nous sommes Oui, alors, en train de nous retirer du Mali. Bon, on est en train de se retirer, et justement, vous m'amenez à cette deuxième affaire de Charnier. C'est donc ce montage dénoncé par l'armée française, dont un drone a soigneusement filmé des Russes en train d'enfouir des cadavres près de l'ancienne base de Gossi pour faire croire à des exactions commises par les Français qui venaient juste donc de quitter les lieux. C'est la fabrication d'une sorte de fake news qui aurait été ainsi déjouée. Les Maliens continuent, eux, à parler de mensonges français et à dénoncer un coup monté. On voit bien, quelle que soit la vérité, elle apparaîtra un jour ou l'autre, mais que l'hostilité anti-française est entretenue. Entretenu par le pouvoir à Bamako, mais le pays est en guerre. Et on est aussi dans une guerre informationnelle. Ouais. Donc, ceci explique cela. Le récit actuel des autorités maliennes est un récit de reconquête. Chaque communiqué, ils ont repris en main leur communication militaire. Avant, c'est souvent les Français qui annonçaient le nombre de morts qu'il y avait sur les théâtres maliens. Ce qui est quand même assez aberrant quand même dans un pays souverain. Aujourd'hui, ils ont repris en main leur communication militaire et on est dans une période de guerre, dans une période de propagande militaire. Voilà. Avec de la désinformation, on cache aussi ce qui se passe, ce qu'on fait de beaucoup moins bien sur le terrain aussi. Tout à fait d'accord sur cette analyse. Je partage tout à fait cette vision des choses. Alors que des miliciens étrangers dans un pays où l'armée française est en train de se replier, de monter un pseudo-massacre pour nous incriminer, pour incriminer l'armée française. Mais la République française réagit à ça. C'est avec efficacité. À l'exécutif chez nous de réagir par rapport à cette accusation erronée. De toute façon, les choses ne vont pas changer dans le Sahel pour les mois qui viennent. Donc on aura peut-être d'autres signes de ce type, mais enfin c'est... Et le désengagement continue, le repli, de toute façon, selon le calendrier fixé, à l'américaine, sans trop se regarder en arrière. Voilà. Et puis de toute façon, il y a l'ONU qui est présente. Alors, à eux d'avoir la responsabilité de faire en sorte que les choses se passent plus correctement. Mais là aussi, quelle est la marge de manœuvre que l'on autorise à ces forces de l'ONU ? Comment peuvent-elles engager le feu, etc. Enfin, on est dans un dispositif très complexe. On a bien fait de partir.
on a intérêt à accélérer notre départ et laisser les choses se poursuivre. C'est une guerre dans le Sahel qu'on pouvait imaginer bien avant qu'elle se déclenche, parce que quand on fait l'historique, on s'aperçoit que l'État malien est responsable en fait de tout ça, pour n'avoir pas intégré les populations du Nord, les Touaregs, etc. Vieille histoire. Le résultat, c'est qu'il y a cette guerre aujourd'hui. Mais elle s'étend. Elle s'étend, nous ne sommes plus concernés. Mais oui, je ne pense pas que la présence d'armées étrangères sur le terrain, en phase offensive de combat, permettent de résoudre ce conflit. Ouais, permet quand même aux politiques qu'il y ait de la trouver- elle donne coopération du temps aux militaire, politiques, hein. qu'il y ait de la coopération militaire, oui, et certains pays l'ont très bien fait. L'exemple de la Mauritanie, qui était avant le Mali, avait ses problèmes de terrorisme. Il y a eu un partenariat très étroit, notamment monté avec les Français, avec les forces spéciales, avec le COS, pour former des unités Qui ont rempli terrain, leur mission. qui ont rempli leur mission. Et aujourd'hui, le pays est assez bien, le territoire est sanctuarisé, il n'y a pas de problème de fond. Le Mali, en ayant recours ou en faisant faire par ses partenaires étrangers, s'expose déjà à une fronde des populations qui n'acceptent pas qu'au XXIe siècle, cette présence militaire étrangère. Et puis Est-ce que c'est la présence étrangère ou c'est la inévitablement, présence de il y a des l'ancien bavures. colonisateur ? Il y a inévitablement. On ne sous-traite pas, un pays ne sous-traite pas sa sécurité à un partenaire, même à un vieil ami. Même l'OTAN. C'est ce que disait à une réunion à laquelle nous avons assisté à Dakar le président Macky Sall. La sécurité ne se sous-traite pas même à des amis proches. C'est le problème des Africains. Oui, et l'exemple ukrainien, c'est justement l'exemple d'un peuple qui se bat, et qui se bat avec beaucoup de courage, en profitant à plein de l'aide matérielle qui lui est apportée, et des renseignements qui lui sont apportés par des pays amis, des pays alliés. C'est le contraire un peu de ce qui s'est passé au Mali. Là, oui, sûrement, mais on n'est pas au bout de l'histoire ukrainienne. Effectivement. On aura l'occasion d'en reparler, peut-être pour le malheur des Ukrainiens d'ailleurs. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.